Guys, bonjour, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble la conférence de presse de Ten Hag en vue du match de Twente, ainsi que celle de Mazraoui, et nous allons également revenir sur le nouveau stade de Manchester United. C'est parti. Alors guys, avant d'entamer la conférence de presse, je vais vous faire part d'une remarque. Il semblerait, en tout cas c'est un bruit qui court, il semblerait que Ten Hag ait quelques problèmes relationnels. C'est-à-dire qu'il a du mal à faire passer son message, il a vraiment du mal à communiquer avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle, en partie, donc au-delà de leurs compétences, que nous sommes allés chercher Ruud van Nistelrooy et René Ake. Ces deux-là, encore une fois, au-delà de leurs compétences, sont censés servir de pont, de relais, entre le manager et les joueurs. Donc ils sont là pour fluidifier la communication entre le manager, entre Ten Hag et les joueurs. Et donc la remarque que j'ai effectuée, c'est que systématiquement, depuis son arrivée, Ten Hag, ses conférences de presse européennes, il est toujours seul. C'est-à-dire qu'on assiste toujours à deux conférences de presse. Premièrement, Ten Hag seul avec les journalistes. Et deuxièmement, nous avons Mazraoui et les journalistes. À titre d'exemple, Van Gaal venait systématiquement avec un joueur. Systématiquement. Donc, Van Gaal, on va dire relationnel. Mourinho, c'est le contraire. Tout comme Ten Hag, il arrivait systématiquement seul. Et ensuite, on avait droit à une deuxième conférence de presse avec le joueur. Et d'ailleurs, rapidement, Van Gaal, c'est dans une conférence de presse comme celle-ci qu'il avait traité Chris Smalling de Mike Smalling. Et à partir de là, tout le monde a pu ça dire Mike Smalling, Mike Smalling. Et en effet, Mike Smalling était bon. Chris Smalling, c'était un tocard, mais Mike Smalling, c'était un bon. Bon, bref. On referme la parenthèse. Ole Gunnar, également, il venait avec un joueur. Donc, relationnel, anti-relationnel, relationnel, anti-relationnel. Van Gaal, il était proche de ses joueurs, donc relationnel. Mourinho, F, il s'en bat les steaks. Donc, il venait seul. Ole était assez proche de ses joueurs, donc relationnel. Et là, Ten Hag, anti-relationnel. Rangnick, j'ai oublié. Rangnick, je m'en souviens pas. Enfin, de toute façon, Rangnick, on a vu juste une conférence de presse. Deux. Le match aller-retour contre l'Atlético. Bref, guys, je referme la parenthèse. Donc, pour revenir à cette conférence de presse, on apprend d'entrée qu'apparemment, on estimerait que Luke Shaw vienne avant la trêve, avant la prochaine trêve. Sauf que temps mort, guys. Temps mort. Normalement, avant la précédente trêve, Ten Hag nous avait dit la même chose. Il nous avait dit, il a une toute petite blessure, il devrait revenir normalement au retour de la trêve. Donc là, le retour de la trêve est arrivé, on a joué quelques matchs, et là on nous redonne le même message. Ten Hag nous dit, il devrait normalement, on verra comment ça va se passer, mais il devrait normalement venir avant la trêve, ou alors juste après la trêve. Franchement, je préférais qu'il vienne juste après la trêve. Parce que ce gars-là, je pense que s'il revient avant la trêve et que le sélectionneur anglais le convoque, il va y aller. Il va y aller. Donc, franchement, gardons-le au chaud. On aura pas mal de matchs qui vont arriver. J'espère qu'il va venir après la trêve. Ça, c'était concernant le cas Luke Shaw. Ensuite, on lui a posé la question, vu la difficulté du championnat, est-ce que ce ne sera pas un moyen plus facile d'aller en Ligue des Champions, donc via l'Europa League? Et là, Ten Hag nous dit, en réalité, non. C'est beaucoup plus difficile de gagner l'Europa League que de finir dans le top 4. Sincèrement, moi, je ne pense pas. Vu comment c'est parti, je ne pense pas. Je pense que c'est plus facile d'aller gagner l'Europa League. Il nous dit en réalité, vous êtes en compétition avec 32 équipes. Bah oui, en championnat, nous sommes en compétition avec 38 équipes. Donc je sais pas, il explique que déjà, pour l'Europa League, il faut déjà passer les poules. Oui, normalement, tu devrais. Ensuite, justement, la deuxième question, c'est, la bonne nouvelle, c'est que même quand tu finis 24e, tu peux encore reporter l'Europa League. Pourquoi? Parce que quand tu finis 24e, cela te permet d'aller directement donc au barrage avec une autre équipe et là derrière bah tu peux aller te faire un autre mercato, tu peux aller renforcer ton équipe et derrière bien sûr tu peux encore remporter cette compétition. Donc ça c'est une bonne chose à prendre. Ensuite, on lui a posé la question du fait qu'aujourd'hui on se crée beaucoup d'occasions. D'ailleurs guys, pour la petite info,
Manchester United est l'équipe qui rate le plus. Les grosses occasions, c'est nous. C'est nous. Ça veut dire qu'on n'a pas de difficulté à nous procréer des occasions. Ça, c'est pas une difficulté. On n'a pas de difficulté là-dedans. On a surtout des difficultés à concrétiser nos actions. Donc aujourd'hui, dans tout le championnat de Première Ligue, l'équipe qui rate le plus, je crois que nous sommes à 7 ou 8 grosses occasions ratées, Aston Villa est juste derrière, mais c'est Manchester United qui est premier. Et donc la question, elle est simple, c'est, vu que l'année dernière, on a fini avec un goal average négatif, là, cette année, nous avons marqué certes 5 buts, mais également nous avons encaissé 5 buts, donc nous avons un goal average nul, 0. Est-ce qu'on ne risque pas de revoir les mêmes problèmes? La Ten Hag nous dit, franchement, c'est vrai que on n'a pas du mal à se procurer des occasions, et là, il n'a pas tort, mais il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir vraiment ramener les automatismes et travailler là-dessus. Bon, franchement, il a également souligné le fait que la dernière fois, nous en avons mis 7 à Barnsley. Donc oui, on a joué contre Barnsley, c'est vrai. Encore une fois, c'était une équipe de 3e division. Mais encore une fois, il fallait les mettre, les 7. Et on n'a pas eu de problème à marquer. Donc en réalité, on espère vraiment que ça, c'est quelque chose qui va se décoincer. Parce que le problème de la première ligue, elle est ruthless. Tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 occasions. L'équipe adverse, il lui en suffit une seule. Boum, 1-0, gone. Un peu comme, je vais vous donner un match référence. Liverpool-Manchester United sous Van Gaal. But de Wayne Rooney, je crois. Ou de Fellaini, je sais plus. Wayne Rooney. But de Wayne Rooney. Lors de ce match, c'était Klopp qui venait d'arriver. Il nous avait baladé tout le match. On n'a rien eu. On a eu une occasion, bam, fermé boutique. C'est ça l'histoire de la première ligue. C'est vraiment ça l'histoire de la première ligue. Donc franchement, il va falloir qu'on travaille sur nos occasions. Ensuite, il est revenu sur le fait qu'il a commencé à faire tourner. Et on l'a déjà vu ce week-end, donc en faisant référence à Rashford. Pourquoi? Il dit en réalité qu'aujourd'hui, on lui a posé la question justement par rapport au nombre de matchs qu'il a à jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important dès maintenant de commencer à faire tourner? Et il a répondu oui, en effet, justement par rapport à la saison dernière. Donc tant mieux, guys. Vous voyez, je vous l'ai dit. Ten Hag, il faut lui expliquer pendant longtemps. Il faut t'asseoir avec lui et il faut lui expliquer, lui répéter, lui rabâcher encore les choses, encore et encore et encore. Mais à un moment donné, il finit par comprendre. Quand il est arrivé première saison, il faisait jouer les mêmes joueurs tout le temps. Souvenez-vous, on allait affronter des Charlton, c'était l'équipe type qui jouait. Et d'ailleurs, c'est lors même d'un match contre Charlton ou je ne sais qui que Eriksen s'est blessé d'ailleurs. Donc là, apparemment, il dit, je l'ai compris, j'ai déjà commencé à faire tourner. Et on l'a vu ce week-end. Donc, est-ce que cela voudrait dire que ce mercredi va encore faire tourner? Il a rappelé également un point important. Il dit, la compo risque de changer par rapport à la forme. Ça, c'est un point que je vais souligner. La forme du joueur. La forme du joueur. Et là, la question que je veux poser, est-ce que vous pensez que là, actuellement, c'est pas que je veux rabâcher, mais est-ce que vous pensez que là, en ce moment, Bruno Fernandes est en forme? Je ne pense pas. La réponse est non, guys. Donc, supposons, moi je suis un fan de, j'ai dit bien dit supposons, je suis un grand fan de Bruno Fernandes, je kiffe le joueur à mort, actuellement, il n'est pas en forme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le drop ou pas? Je pose la question sincèrement. Parce que si Ten Hag nous dit que il va faire tourner par rapport à la tactique, par rapport à la forme, et surtout par rapport à la rotation. Voici les 3 aspects qu'il a soulignés. Donc tactique, ça veut dire que dans un match, on aura besoin d'un joueur plus que de l'autre. Par rapport à la forme, en ce moment, quels sont les joueurs qui sont en forme? Højlund, il vient d'arriver, il faut aussi le mettre dans le bain. Mais par rapport à la forme, cela voudrait dire que normalement, si on comprend bien le message, quand le joueur n'est pas bon, il va sur le banc. C'est comme ça que moi je comprends en tout cas. Ensuite, il est revenu également, pour finir, donc sur le nombre de matchs. C'est vrai qu'au final, ça fait beaucoup. Certes, c'est bien commercialement, c'est qu'il a appuyé, mais derrière, il va falloir trouver un équilibre, parce que aujourd'hui, avant, on avait 6 matchs. Ouais, on avait 6 matchs, donc 2, aller-retour. Donc on avait 6 matchs avant. Là, aujourd'hui, je pense qu'on en a 8. Donc là, on vient de rajouter encore 2. Sachant que ces joueurs-là doivent aller avec leur sélection respective. Donc, on va le voir tout à l'heure avec Mazraoui. Il joue en moyenne
d'après ce que Mazraoui nous dit, 70 matchs. 70 matchs par an. Et donc oui, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Donc, il n'exclut pas le fait que oui, derrière, bien sûr, c'est leur boulot, c'est leur métier. Il va falloir certainement faire des recettes, créer des revenus, mais il faut également trouver l'équilibre. Donc voilà, globalement, petite parenthèse, j'allais dire globalement, mais la conférence de presse, elle dure 17 minutes. Merci, grand merci sincèrement aux journalistes hollandais qui sont venus nous faire oh, Twente, c'était beau, comment tu as apprécié Twente. Guys, franchement, je suis désolé, mais on s'en bat les steaks. Moi, je m'en fous. Oh, je m'en fous. Honnêtement, je me dis, pendant 10 minutes, ils ont posé des questions sur la relation que Ten Hag avec Twente. Ten Hag nous dit, ouais, c'est un bon club, je le suis aujourd'hui pas de façon stratégique, mais je le suis par passion, je suis encore supporter du club. Les gars, franchement, je m'en fous. Désolé du terme, mais moi, Twente, je m'en bats les steaks. Franchement, la conférence de presse, elle dure 17 minutes. Pendant 10 minutes, parce que derrière, il faut parler en hollandais et ensuite il faut traduire. Pendant 10 minutes, ouais, Twente, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks de Twente. Je me suis dit, mais je m'en fous. Franchement, j'ai quitté la conférence de presse, je me dis, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et je m'en fous. Posez-nous des questions, pardon, sur le match. C'est tout. Donc voilà, elle n'était pas longue. Merci, merci, merci aussi aux journalistes hollandais. Et du coup, Mazraoui est arrivé juste après. On lui a posé une question, pourquoi avoir quitté le Bayern pour rejoindre Manchester United? Et là, il nous dit il y a deux raisons. La première, selon lui, Manchester United est un club bien plus grand que le Bayern. Alors franchement, c'est toujours flatteur. Nous, supporters de Manchester United, on kiffe. On adore entendre ce genre de phrase. Maintenant, je vous pose la question réellement, guys, en étant le plus honnête possible, le plus partial possible. Est-ce que sincèrement, après notre disette, rappelez encore une fois que ça fait 11 ans, et nous allons probablement aller sur notre 12e année, sans première ligue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez sincèrement que nous sommes encore un club bien plus grand que le Bayern? Alors je pense que en termes de supporters, clairement que oui. Il y a plus de supporters mancuniens que munichois. Ça, c'est pas un débat. Quelque part, guys, je me demande comment vous faites. Mais bon, la question se pose également pour moi. Comment on fait? On est là, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Mais on est encore là. Sincèrement, je salue chacun d'entre vous. Big up à vous tous, guys. Bref, donc selon lui, Manchester United est un club bien plus grand que le Bayern. Franchement, je vous dirais à débattre en termes de trophées. Après, il y a quand même un facteur qu'il faut rappeler. Le Bayern Bundesliga, c'est shopping à volonté. Ils ont un joueur qui est très bon dans une autre équipe, qui leur fait concurrence. Boum, ils l'achètent. Et donc oui, certainement c'est plus facile. Mais en termes de grandeur, est-ce que Manchester United reste encore un club bien plus grand? Pas plus grand, bien plus grand que le Bayern? À débattre. Vraiment à débattre. La deuxième raison, c'est que ça faisait déjà 2 ans qu'il était au Bayern et il avait besoin d'un nouveau challenge. Franchement, j'espère pas. J'espère pas que dans 2 ans, 2024, 2026, il va venir nous dire, ouais, bon, franchement, j'en ai marre, j'ai besoin d'un nouveau challenge. J'espère pas, parce que 2 ans, c'est pas beaucoup quand même. Il a fait que 2 ans au Bayern, il a déjà envie d'un nouveau challenge. J'espère pas. Petite parenthèse, guys, je l'admets. Je sais, je vous ai dit, Mazraoui, délire, sincèrement, j'y mets des réserves. Je sais. Aujourd'hui, je l'admets, ces deux-là, je les kiffe. Honnêtement, c'est devenu mes nouveaux coups de cœur. Mazraoui, délire, je kiffe ces deux joueurs. Franchement, oui, j'ai mis des réserves, notamment par rapport au fait qu'il se blesse beaucoup, mais aujourd'hui, je l'admets, guys. Sincèrement, je l'admets. Pour tous ceux qui m'ont dit, ouais, tu as raison, tu vas voir que délire, c'est un bon joueur. Merci, guys. Honnêtement, moi, j'avais mis des réserves. Merci à vous. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis très content qu'il soit là. Les deux. Bon, Mazraoui, je le kiffe aujourd'hui. Donc, il avait fait 2 ans au Bayern et aujourd'hui, donc, il voulait avoir un nouveau challenge. Ensuite, on lui a posé la question, est-ce que Ten Hag a été un facteur? Il a répondu oui, parce qu'il le connaît déjà très bien. C'est un entraîneur qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière. Rappelons encore une fois, dans sa présente interview, il nous avait dit qu'aujourd'hui, s'il est là où il est, c'est en partie 80% grâce à lui et 20% grâce au coach. Il en a cité 3, dont Ten Hag. Si on fait le pourcentage des 3 coachs sur 20, ça fait en moyenne 6,6. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement,
Ten Hag représente quand même 6,6% du fait qu'il a rejoint Manchester United. De 1, c'est parce qu'aujourd'hui, tu veux toujours savoir avec quel club tu veux jouer. Et de 2, Manchester United, ben, c'est facile. Ensuite, on a posé une question assez bizarre. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que vraiment ça a été cadeau? Parce que rappelons encore une fois, on l'a acheté à 16 millions, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on l'ait acheté quasiment cadeau, est-ce que aujourd'hui cela l'aide plus? Il dit non. En réalité, c'est pas moi qui choisis le tarif. Moi, je suis là. C'est le Bayern qui fixe et derrière, il y a une négociation. Apparemment, selon une étude mancunienne, il est considéré à l'heure actuelle comme la meilleure recrue. C'est-à-dire dans tous les joueurs que nous avons achetés, donc dans les 5 joueurs, Zerzi, Delir, Mazraoui, Leny Yoro, et c'est qui le cinquième déjà? Et donc le nom m'échappe. Ugarte, pardon, voilà. Et Ugarte, il est considéré apparemment selon une étude mancunienne, et d'ailleurs on lui a posé la question en conférence de presse, selon l'étude mancunienne, il est considéré comme la meilleure recrue. Moi, je dirais plus jusque-là Zerzi, mais honnêtement, Mazraoui également, je suis vraiment fan. Il explique que franchement, ça fait plaisir, mais il souligne également que cela fait que 5 matchs, on n'a pas beaucoup vu, et qu'il va certainement renvoyer l'ascenseur aux fans. Il va nous montrer à quel point il est bon. Franchement, guys, ce genre de phrases-là, j'aime entendre. Honnêtement, j'aime les entendre. Donc, il va encore mouiller le maillot, comme on dit, et nous renvoyer l'ascenseur. Il va encore nous montrer de ce qu'il a, vraiment ce qu'il a dans les jambes, de ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et enfin, nous avons toujours le choix entre une rénovation complète d'Old Trafford ou alors construire un nouveau stade. Hier, un membre du gouvernement s'est exprimé là-dessus en nous disant que clairement, ils sont prêts à nous aider, dans le sens où nous optons pour l'option B, c'est-à-dire construire un nouveau stade. Nous allons avoir le plus beau stade du monde, avec les meilleures infrastructures. Donc, c'est-à-dire un stade plus beau que celui du Bernabéu. Un stade révolutionnaire. Dans le sens où, comme Ineos l'avait prédit, nous allons avoir enfin un stade qui ferait office de monument dans le nord. Parce que tous les grands monuments sont dans le sud. Et également, cela pourrait également équilibrer la balance avec Manchester City, qui a un stade vraiment ultra moderne, alors que Old Trafford est assez démesuré. Selon la personne qui s'est exprimée, ce sera plus bénéfique pour nous de prendre l'option B, c'est-à-dire construire un nouveau stade, dans le sens où la rénovation peut faire face à certaines problématiques, et également il faudra trouver une solution pour recevoir nos adversaires pendant la rénovation. Donc guys, est-ce que vraiment le choix pèse encore? Rappelons rapidement que quand vous allez dans les toilettes à Old Trafford, il y a la pisse partout. Bon, certes, ils ont fait des progrès, mais en tout cas, il y a la pisse partout. Il y a des rats à Old Trafford. La dernière fois, on a vu le toit s'est écroulé. Franchement, c'est vrai, Old Trafford reste Old Trafford. C'est dedans qu'on a tout vécu. On a une histoire magnifique. Aujourd'hui, sincèrement, guys, moi, je vous dirais que je suis prêt pour l'option B. Franchement, l'État va nous aider. Même Gary Neville s'était mis là-dessus. Je ne l'ai pas encore écouté, mais l'État va nous aider. Espérons, guys, que ça sera fait donc en 2030 et qu'en 2030, les Glazers ne soient plus là. Si tel est le cas, guys, je serai à Old Trafford pour un match, pour le match d'ouverture. Enfin, pour l'un des matchs d'ouverture parce que je sais que derrière la concurrence sera rude. Mais en tout cas, sincèrement, moi, l'option, elle me plaît bien. Rénover un stade, c'est compliqué, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et franchement, voilà. Donc en tout cas, c'est un projet qui avance bien. Le choix reste encore donc à se faire prendre par Ineos et Manchester United. Vu que la maquette est déjà réalisée, je vous dirais à 80%, ils vont prendre l'option B. La maquette est déjà réalisée, sinon ils ne l'auront pas fait. C'est juste maintenant pour ne pas heurter, pour ne pas blesser les supporters qui sont vraiment pro rénover le Old Trafford. C'est juste pour eux qui sont en train de faire mollo. Mais sinon, je pense que la décision est déjà prise. Donc, guys, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, donc, on se retrouve demain, comme d'habitude, 20 minutes avant le match sur Facebook. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.